Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un essai qui ne laisse personne indifférent. On plonge dans le livre très controversé de Ferghane Aziari, L'islam contre la modernité. La thèse du livre, elle est radicale, disons-le tout de suite. L'idée ici, ce n'est pas de juger, mais de comprendre. On va donc décortiquer ses arguments, voir comment il construit son raisonnement pour bien saisir la logique derrière ses conclusions pour le moins percutantes. Et dès le départ, l'auteur ne prend pas de gants. Il commence avec une citation de Montesquieu, une figure majeure des Lumières. Ça pose le décor, son analyse s'inscrit, selon lui, dans une longue tradition de critique de la religion. Bon, entrons dans le vif du sujet. La première partie de sa démonstration, c'est un diagnostic. Et attention, c'est un diagnostic assez sombre de l'état du monde musulman contemporain. Pour appuyer son constat, Aziari ne part pas de rien. Il va chercher des voies du passé, comme cet écrivain égyptien du XIXe siècle, pour montrer ce décalage de prospérité et de liberté entre l'Europe et l'Orient, un décalage qui, selon lui, n'est pas nouveau. Et tout ça, ça nous amène au cœur du problème, à la question qui hante tout le livre. Comment se fait-il que tant de nations aient réussi à dépasser la violence ou l'obscurantisme, alors qu'un grand nombre de pays musulmans semblent toujours y être englués ? Alors pour répondre, il commence par écarter les explications qu'on entend souvent. Pour lui, accuser uniquement l'Occident ou le colonialisme, c'est une impasse. C'est un discours qu'il attribue par exemple au président turc Erdogan, mais qui, selon lui, ne tient pas la route. Et pour le prouver, il nous emmène faire un petit tour dans l'histoire précoloniale. Il liste toute une série d'empires, de l'Empire ottoman au sultanat de Zanzibar, en rappelant qu'eux aussi étaient basés sur la conquête et le despotisme. L'idée, c'est de casser le mythe d'un passé pacifique qui aurait été corrompu uniquement par les Européens. Ok, donc si le problème ne vient pas que de l'extérieur, d'où vient-il ? Eh bien, selon l'auteur, il faut regarder à l'intérieur, du côté de ce qu'il appelle les mythes fondateurs de l'islam lui-même. Le premier mythe qu'il déconstruit, c'est celui de la Jahiliya, l'âge de l'ignorance. Pour lui, ce n'est pas juste un mot pour décrire l'Arabie avant Mahomet, non, c'est un outil de propagande destiné à effacer l'histoire des civilisations brillantes qui existaient avant pour faire de l'islam la seule source de lumière. Il va même plus loin, en affirmant que ce récit officiel est une sorte de guerre mémorielle volontaire pour mieux asseoir sa légitimité en écrasant le souvenir des civilisations conquises. Après la Jahiliya, il s'attaque à un autre pilier, peut-être encore plus célèbre, le fameux âge d'or islamique. Il pose une question simple. Cet âge d'or était-il vraiment islamique ? Et là, son argument est vraiment central. Pour lui, toutes les avancées de cette période en sciences, en philosophie, ne viennent pas du Coran, mais du contact avec les Perses, les Indiens, les Grecs. En gros, le progrès aurait eu lieu malgré le dogme religieux, et non pas grâce à lui. Bon, on a vu le passé. Maintenant, l'auteur nous ramène à aujourd'hui. Et c'est là que son analyse se fait encore plus directe, en parlant d'un véritable choc des civilisations. Et là, on touche à un des points les plus polémiques de son essai. Il affirme que l'islam aujourd'hui n'est pas qu'une foi personnelle, mais qu'il exporterait l'obscurantisme en Occident, via certaines communautés qui, selon lui, tentent de réintroduire des coutumes contraires aux libertés européennes. Pour décrire ce phénomène, il utilise ce concept très fort d'icophobie, la haine de sa propre maison, pour parler de ce qu'il perçoit comme un rejet des valeurs du pays d'accueil par une frange de la population immigrée. Mais comment est-ce possible ? Pour l'auteur, il y a un complice dans cette histoire. C'est l'Europe elle-même. Il pose la question, est-ce que l'Europe, en ayant oublié ses propres combats contre le fanatisme religieux, est devenue naïve, aveugle au danger ? Et pour nous le faire comprendre, il dresse un parallèle saisissant. D'un côté, les penseurs des Lumières qui n'hésitaient pas à critiquer férocement les religions. De l'autre, l'Europe moderne, qui souffrirait d'une sorte d'amnésie religieuse, considérant ses libertés comme acquises pour toujours. Alors, après ce diagnostic pour le moins sévère, quelle est la solution proposée ? Accrochez-vous bien, parce que c'est là que sa thèse atteint son point culminant. Voilà, la recommandation tombe, et elle est sans appel. Pas de demi-mesure, pas de réforme possible. Pour lui, la seule et unique voie vers la modernité et la paix pour le monde musulman, c'est tout simplement de sortir de l'islam. Mais pourquoi une position aussi tranchée ? Il s'appuie sur des penseurs comme Tocqueville pour l'expliquer. L'argument, c'est que l'islam n'est pas juste une religion, c'est un système total qui mêle le politique, le juridique et le religieux. Et ça, ce serait par nature incompatible avec une démocratie moderne. Et c'est pour ça, en toute logique, qu'il voit toute tentative de créer un islam des Lumières ou un islam libéral comme une illusion, une chimère. Il compare ça aux alchimistes qui essayaient de changer le plomb en or, une quête vouée à l'échec qui ne ferait que créer une dissonance cognitive intenable.
Donc, si on devait résumer en quelques punchlines les idées fortes de l'auteur, ce serait ça. L'âge d'or n'était pas vraiment islamique, les civilisations d'avant n'étaient pas barbares, l'islam serait par essence incompatible avec la modernité, sa réforme est un leurre et la seule porte de sortie, c'est la laïcité totale. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est que l'essai de Fergan Aziari, qu'on soit d'accord ou non, pose un diagnostic sans concession et propose une solution tout aussi radicale. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse sur le rapport entre culture, religion et progrès.